Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de la BMW Série 3 320e Touring. C'est la petite version hybride rechargeable. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. Aujourd'hui incontournable dans le segment des familiales premium, que ce soit en berline ou en break, la BMW Série 3 est en fait électrifiée depuis près de 10 ans, puisque la première, l'Active Hybrid 3, est sortie en 2012. Depuis la première version, les progrès ont été conséquents de génération en génération, en offrant toujours plus d'autonomie en mode 100% électrique. On est passé de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres et en abaissant globalement les rejets moyens de CO2, ceci pour répondre à des normes européennes de plus en plus strictes. Après vous avoir proposé l'essai de la version 330e il y a quelques mois, un essai que vous avez particulièrement apprécié d'ailleurs, j'ai pris cette semaine le volant de la 320e, une version plus modeste de seulement 204 chevaux. Alors le plaisir de conduire est-il toujours au rendez-vous? Autrement dit, est-ce toujours une vraie BMW? La réponse dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite, comme plus de 30 000 personnes l'ont déjà fait, à vous abonner à Charging Station et activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Alors que BMW nous a habitués à affubler ses voitures électrifiées d'appendices bleus pas toujours du meilleur goût, eh bien rien de tout ça ici et c'est tant mieux. Cette série 3 Touring hybride rechargeable est simplement reconnaissable par l'inévitable deuxième trappe. Pour le carburant, vous l'avez sous les yeux, c'est à l'arrière du côté droit. Pour l'électricité, on ira tout à l'heure, c'est à l'avant du côté gauche. Cette voiture, elle mesure 4,71 m de long, elle mesure 1,83 m de large, 2,07 m avec les rétroviseurs déployés, et elle mesure 1,44 m de haut, malgré un empattement généreux de 2,85 m, c'est-à-dire la distance entre le train avant et le train arrière. Eh bien, la place à l'arrière au niveau des genoux, elle est assez limitée sur la série 3. Qu'en est-il sur cette version électrifiée qui en plus doit accueillir une batterie qu'il faut bien caser quelque part? Eh bien, la réponse dans quelques minutes. Techniquement, sous son long capot, cette BMW Série 3 Touring hybride rechargeable renferme tout d'abord un moteur essence 2 litres qui développe 163 chevaux. Il est épaulé par un moteur électrique qui lui développe 113 chevaux. La puissance combinée est de 204 chevaux et le couple plutôt généreux de 350 Nm. Le 0 à 100 est abattu en 7,9 secondes, soit 3 dixièmes de plus qu'avec la berline. La vitesse maximale est limitée à 220 km/h avec le moteur thermique, 140 km/h avec le moteur électrique. Le tout est envoyé aux roues arrière via l'excellente boîte de vitesse Steptronic à 8 rapports ou aux 4 roues via le système X-Drive sur la version du même nom qui existe uniquement en version Touring. Pour alimenter son moteur électrique, cette BMW Série 3 hybride rechargeable Touring peut compter sur une batterie d'une capacité brute de 12 kWh, soit à peu près 11 kWh, un petit peu plus en capacité nette. Alors c'est relativement peu actuellement, 12 kWh de capacité brute, quand la concurrence propose 13, 14, voire 15 kWh. Et évidemment, plus on monte haut avec la même efficience, eh bien plus on peut parcourir de kilomètres en mode 100% électrique. En l'occurrence ici, 53 à 58, c'est la norme WLTP, 53 à 58 en fonction de l'équipement et des versions. Mais qu'en est-il dans la vraie vie? Eh bien la réponse tout à l'heure. Pour recharger la batterie de cette BMW Série 3 hybride rechargeable, ça se passe donc à l'avant du côté gauche avec sous la trappe un connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif. Pas de connecteur combo CCS et donc pas de recharge sur le courant continu avec cette voiture. On est à 3,7 kW, c'est la puissance du chargeur embarqué, c'est donc le strict minimum que cette voiture propose en termes de recharge et c'est un petit peu dommage. Concernant les temps de recharge, 6 heures sur une prise traditionnelle, un petit peu plus de 3h30 sur une borne dédiée. Concernant l'autre trappe, de l'autre côté, à l'arrière du côté droit, pour le remplissage du réservoir à carburant, eh bien là vous pouvez compter sur 40 litres. Alors c'est pas le plus gros réservoir disponible dans cette gamme BMW Série 3, c'est le petit réservoir, mais ça va tout de même vous permettre d'envisager sereinement des plus longs trajets, puisque de toute façon, on le répète, au quotidien, vous allez évidemment privilégier la recharge pour rouler de manière économique et très agréable.
Toujours concernant la recharge, Eddy Electric by D'Ieteren, partenaire de Charging Station, propose, vous le savez, en Belgique, un écosystème complet autour de la recharge des voitures électriques et électrifiées, comme cette BMW série 3. Alors cet écosystème complet, il propose quoi exactement? Eh bien, il se compose de plusieurs choses. D'abord, la borne de recharge. Une borne qui peut être connectée ou non connectée. Non connectée, ce sera évidemment moins cher. Une borne connectée sera un petit peu plus chère, mais vous permettra d'avoir accès à davantage de services et notamment l'interaction avec le deuxième élément de cet écosystème, à savoir la carte de recharge. Une carte comme celle-ci ou un badge que vous allez pouvoir attacher à votre porte-clés, histoire de l'avoir en permanence sous la main. Alors, cette carte de recharge, elle va vous permettre, avec la borne, de démarrer ou d'arrêter chaque session de recharge. Elle va donc sécuriser votre borne. Votre voisin ne pourra pas venir recharger chez vous pendant votre absence grâce à cette carte qui va donc permettre de démarrer et d'arrêter chaque session. Et puis cette carte, vous allez pouvoir l'utiliser partout en Europe sur plus de 100 000 points de recharge. Autant de bonnes raisons de l'avoir tout le temps à portée de main dans la voiture, ou si vous avez le petit badge sur le porte-clés. Vous pouvez d'ailleurs demander cette carte entièrement gratuitement. Ça se passe via le lien qui se trouve dans la description. Il n'y a pas de frais d'activation. Il n'y a pas de frais d'abonnement, elle est gratuite, vous payez uniquement ce que vous consommez. Avant de vous faire découvrir l'intérieur, très très beau d'ailleurs dans cette version avec siège en cuir cognac, l'intérieur de cette BMW série 3 hybride rechargeable version Touring, petit coup d'œil du côté du coffre et une capacité de 410 litres avec la configuration 5 places, donc avec la banquette arrière en place, 410 litres et jusqu'à 1420 litres avec la banquette arrière fractionnable complètement rabattue. Ça se fait d'ailleurs via les petits boutons ici pour libérer la banquette arrière en deux parties du côté droit. Du côté droit toujours on a d'autres boutons, le crochet d'attelage dont cette voiture est équipée qui peut être libéré et là aussi électriquement. On a un petit crochet tout court pour mettre un sac par exemple pour éviter que tout se promène dans le coffre, c'est toujours assez pratique. Et puis une prise 12 volts de type allume-cigare. Donc tout ça est disponible dans le coffre de cette voiture qui donc n'oublie pas les aspects pratiques malgré cette capacité de 410 litres, c'est-à-dire 100 litres de moins que sur les versions non électrifiées. On a également un sous-coffre qui est disponible, sous-coffre qui, vous le voyez, est verrouillable. Voilà, donc ça c'est toujours assez pratique. Sous-coffre qui peut accueillir un voire plusieurs câbles de recharge. Donc voilà, un coffre certes moins important que dans les versions non électrifiées, 100 litres on l'a dit, mais un coffre qui reste tout à fait pratique au quotidien. Avant de passer à l'avant et vous faire découvrir le tableau de bord de cette voiture, eh bien me voici installé à l'arrière. Et quand je dis installé, ça s'est passé au chausse-pied, autant vous le dire. Je vous ai épargné visuellement la petite cabriole pour m'installer, pour arriver à caser mes jambes ici derrière le siège conducteur, mais ça n'a pas été évident. Donc je mesure 1,90 m. Partant de ce principe-là, forcément, il y a moins de place qu'avec quelqu'un qui sera plus petit que moi. C'est une évidence. 1,90 m devant. Et derrière, vous voyez que c'est très très compliqué. Si je ferme la portière, j'aurai encore moins de place. Du côté droit, eh bien là aussi, je dois mettre le genou à droite du siège conducteur. Donc j'ai pas beaucoup de place. Les pieds, je peux pas du tout les bouger. Ils sont vraiment casés là en dessous. Je peux pas les bouger du tout. Donc 1,90 m devant et derrière, c'est juste pas possible. Ou pour quelques kilomètres éventuellement, mais on va pas envisager des plus longs trajets avec cette voiture. Si vous êtes plus petit à l'avant, bah forcément il y aura plus de place à l'arrière. Si vous avez à l'arrière des enfants, des adolescents qui sont moins grands que moi, ce qui est probable, eh bien là vous n'aurez pas de problème évidemment, mais donc faites bien attention si vous allez chez votre concessionnaire, si vous voulez tester la voiture en vue de l'acheter, eh bien allez-y en famille et testez la voiture en famille histoire de voir si ça vous convient. Au niveau des équipements, on va retrouver des bus de ventilation, on va retrouver de quoi commander la ventilation de manière tout à fait autonome ici à l'arrière. Et puis on va retrouver deux prises USB-C, c'est-à-dire les prises les plus petites avec le chargement le plus rapide. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la coudoir centrale, bon bah on va dire qu'il peut servir de dossier pour le troisième passager, mais 3 passagers ça va être compliqué, sauf des plus petits gabarits. Il peut aussi être déployé. Dans ce cas-là, vous voyez, je n'arrive même pas à le déployer à fond, ce qui bute en fait contre ma cuisse. Dans ce cas-là, vous avez droit à 2 porte-gobelets, ce qui est de manière assez traditionnelle. Donc moi, comme ça ne me convient pas. On va relever ça. Quelques kilomètres dans cette position, ok, mais pas plus. À contre-courant de la mode actuelle des SUV, on est évidemment assis plutôt bas dans cette série 3 avec une position de conduite typique BMW qui invite à conduire, qui donne envie. On est bien installé avec un volant qui est très agréable, qu'on peut bien ramener vers soi même quand on est grand et qui permet donc de trouver une position de conduite idéale. Il tombe vraiment bien dans les mains ce volant. Jusque-là,
C'est un sans faute. La présentation, vous le voyez, est plutôt flatteuse, certainement avec cet intérieur cognac qui est en combinaison avec le gris extérieur et je trouve plutôt classieux. Seul petit bémol, c'est la présence un peu trop massive, me semble-t-il, de piano black, notamment sur ce couvercle dont on détaillera le contenu tout à l'heure. Pas vraiment chic, hein, le piano black pour le coup. Voilà, c'est un petit peu dommage qu'il y en ait un petit peu trop. Ça me dérange moins là sur la planche de bord face aux passagers, ça me dérange un petit peu plus sur la console centrale parce que comme c'est fragile, on risque d'avoir des griffes et de la poussière assez rapidement. L'organisation du tableau de bord est très traditionnelle BMW avec un écran instrument et un écran d'infodivertissement. Les deux sont évidemment horizontaux. On n'a pas encore chez BMW, dans cette voiture en tout cas, la mode du grand écran vertical. Ça va peut-être venir. On reste donc dans du classique BMW. Les habitués ne seront pas dépaysés. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous propose comme à chaque fois de passer en revue les différentes commandes et autres boutons de ce tableau de bord. Sur la portière conducteur, on va retrouver en partie haute la poignée ainsi que le verrouillage centralisé. En partie intermédiaire, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques rabattables à la demande. Et puis en partie basse, un vide-poche et deux commandes, la commande d'ouverture et fermeture du coffre et la commande d'ouverture de la trappe pour le carburant fossile. À gauche du volant sur le tableau de bord, les réglages des phares, réglage de l'intensité du rétroéclairage des commandes également, notamment de tous les boutons qu'on va retrouver sur le tableau de bord et entre les sièges. Et puis au niveau du volant, eh bien à gauche sur le volant, la gestion du régulateur limiteur de vitesse et à droite, la gestion du téléphone, la gestion de la commande vocale et la gestion des commandes audio du système d'infodivertissement. Derrière le volant, les commodos, clignotants, appel de phare et feu de route à gauche, avec en plus la gestion de l'affichage des infos de l'ordinateur de bord avec le petit bouton qu'on va retrouver ici et le basculement automatique des feux de route au feu de croisement avec l'autre petit bouton mais qui n'est pas activé dans cette voiture. Donc le bouton est là mais la fonction n'est pas activée dans cette voiture mais peut l'être à distance. Si vous appuyez sur le bouton, eh bien vous avez voilà un message qui s'affiche et qui vous dit les feux de route anti-éblouissement peuvent être obtenus sur le Connected Drive Store. La fonction assiste le conducteur dans l'obscurité en activant et désactivant automatiquement les feux de route si des véhicules arrivent en face ou précèdent le véhicule. Donc voilà, c'est amusant de voir qu'on a la fonction qui est prévue, on a le bouton qui est là physiquement, mais on a donc l'utilisation qui est impossible sauf à l'acheter et ça peut donc se faire à distance via le Connected Drive Store de BMW. Ensuite, on a à droite les essuie-glaces avant et arrière. Derrière le volant, l'écran numérique de 12,3 pouces sur cette voiture. Pas d'affichage tête haute dans cette voiture d'essai, mais il est bien disponible en option évidemment. Deuxième écran, l'écran central d'infodivertissement, on y revient dans un instant. Et en dessous de cet écran, on va retrouver les feux de détresse, la gestion des aides à la conduite et puis les commandes de chauffage et de climatisation. Ensuite, on a les commandes audio avec toujours les très pratiques raccourcis vers vos radios préférées par exemple, mais aussi vers la navigation par exemple ou toute autre fonction à laquelle vous souhaitez pouvoir accéder rapidement. Il suffit de lui assigner un bouton dans les raccourcis. Franchement, on n'a pas encore trouvé plus efficace. Durant cette semaine, j'ai l'habitude de zapper entre deux radios. Je les ai mises en 1 et en 2. Et très facilement, vous rentrez dans la voiture, vous poussez sur le bouton. Il n'y a rien de plus simple. Donc, pas de commande vocale, pas de menu, sous-menu, etc. Non, des raccourcis simplement, comme avant finalement. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Sous le couvercle qu'on a ensuite, couvercle donc en piano black, on a un espace qui comprend une zone de recharge par induction, vous le voyez, pour pouvoir recharger un téléphone portable, et puis deux porte-gobelets, ainsi que des connexions. On a une prise ici de type allume-cigare 12 volts et une prise USB-A. Notez que dans cette voiture, Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent sans fil, ce qui est très appréciable. Votre téléphone recharge et envoie Apple CarPlay au système d'infodivertissement. Vous pouvez donc fermer le couvercle et rouler en toute sécurité. On a ensuite entre les sièges à droite la molette de commande de l'écran d'infodivertissement et puis les petits boutons associés qui se trouvent autour. À gauche, on a ensuite le sélecteur de vitesse et puis l'accès à une série de boutons qui se trouvent ici. Alors le bouton Start-Stop évidemment. En haut du bouton Start-Stop, on va commencer par là, on a le contrôle de la stabilité, l'accès au menu de parking ensuite avec le Park Assist qui va biper lorsqu'il va trouver une place de parking, et puis l'auto-reverse. L'auto-reverse, ça c'est génial, c'est une exclusivité BMW. Alors, je vais vous faire la petite démonstration. J'appuie sur le frein, je vais d'abord démarrer la voiture, voilà. Je vais appuyer sur ce bouton, le petit P. Vous le voyez donc Park Assist et Auto Reverse, et en mode Auto Reverse, la voiture
est capable de parcourir les derniers mètres qui ont été parcourus en marche avant. Eh bien, elle est capable de les reproduire en marche arrière, donc de rester par exemple dans les clous, pour ce qui est d'une allée comme celle dans laquelle je me trouve. La voiture peut parfaitement reproduire le même chemin en marche arrière et donc vous sortir d'un mauvais pas, notamment si vous arrivez chez quelqu'un qui a une petite allée comme celle-ci en marche avant quand il fait clair, vous repartez quand il fait noir, vous ne voyez absolument pas derrière, vous ne connaissez pas l'allée, c'est pas chez vous. Eh bien, grâce à cette fonction, vous pouvez vous sortir de cette allée sans aucun problème. Il vous suffit de passer la marche arrière et vous le voyez, le volant bouge tout seul. Ici, évidemment, on est près d'une porte de garage, donc la voiture me dit qu'elle est capable de parcourir 1,3 mètres seulement. Donc, on peut le faire pour le fun, mais voilà, je vous donne un petit coup d'accélérateur et vous le voyez. Fin de parcours bientôt atteinte parce que là évidemment c'est très réduit, mais voilà, elle peut le faire sur plusieurs mètres. Donc voilà, cette fonction elle est vraiment très très agréable. Alors il est possible également, mais c'est en option, cette voiture n'en est pas équipée, d'aller beaucoup plus loin en termes d'aide aux manœuvres avec notamment la vue 3D extérieure, mais c'est évidemment donc une option. On a ensuite la fonction battery control qui se trouve ici, fonction battery control qui va vous permettre d'établir une valeur cible de batterie, valeur à laquelle la voiture va se tenir et donc elle ne va pas descendre en dessous de cette valeur et au besoin elle va donc recharger pour atteindre cette valeur cible. Les modes de conduite ensuite, on a sport, hybride et électrique. Je ne vous fais pas un dessin. Sport, vous aurez évidemment toute la puissance disponible. Le moteur thermique sera d'office allumé. Mode hybride, vous aurez un fonctionnement que la voiture va décider entre le moteur thermique et ou le moteur électrique. Et mode 100% électrique, pour autant que vous ayez de l'électricité dans la batterie, eh bien la voiture sera en mode 100% électrique. L'auto hold. Ensuite, on le retrouve ici dans le petit coin inférieur, l'auto-hold qui permet de lever le pied de la pédale de frein lorsque vous êtes à l'arrêt, la voiture se maintient en place. Et puis le frein à main électrique qui se trouve ici. Ensuite, on a sous la coudoir un rangement qui n'est pas très profond, mais qui contient une prise USB-A qui est toujours la bienvenue. Voilà, c'est juste la petite déception, c'est la profondeur du rangement qui n'est pas énorme. Pour le reste, c'est évidemment toujours bien pratique. À coudoir ici central entre les sièges qui est bien rembourré, qui est donc très large également, et qui est donc très agréable au quotidien. Avant de prendre la route, petit passage en revue des différentes fonctions accessibles via le système d'infodivertissement. Alors, on a un système de petits widgets qui permettent d'avoir accès aux fonctions principales. Vous organisez ça comme vous voulez. Et puis, on a ce menu qui se trouve ici à gauche qui permet d'avoir accès là aussi à différentes fonctions, médias, communication, donc le téléphone, la navigation, la voiture et les applications. Donc, menu très classique BMW. On a un menu qui descend ici au-dessus pour avoir aussi accès à pas mal de choses, configuration, dernière destination, donc pour la navigation, les derniers appels, les notifications, l'aide, les écrans d'affichage, un service voiturier et désactiver l'écran. Voilà, on peut ici vous le voyez, personnaliser la manière dont s'organisent les différents widgets sur l'écran. On peut ajouter des pages, supprimer des pages, etc. Donc ça, c'est via le petit menu. Voilà, on va faire remonter ça. Le petit menu ici au-dessus, donc que vous voyez ici en haut à gauche. Et puis pour le reste, franchement, on est dans quelque chose de très fluide, très intuitif, assez classieux aussi comme menu. C'est franchement bien intégré dans ce tableau de bord BMW. Ça répond au doigt et à l'œil. On a vraiment accès à toutes les fonctions qu'on souhaite voir apparaître en premier, en tout cas celles qui sont importantes pour vous grâce au fait de pouvoir personnaliser ces widgets sur l'écran. Alors vous pouvez le commander évidemment de manière tactile comme je le fais, vous pouvez le commander évidemment aussi grâce notamment à la petite molette qui se trouve entre les deux sièges. Voilà, donc un système vraiment très sympa avec un petit widget, vous le voyez ici, météo. Alors est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? C'est à vous de décider, mais en tout cas voilà, ça fonctionne bien, c'est très intuitif. Si vous êtes habitué au menu BMW, vous n'allez pas être dépaysé avec ces fonctions qui sont disponibles ici à gauche. Je veux partir, navigation, mes destinations, etc. Voilà, c'est très intuitif. On est dans du classique BMW, mais du classique qui fonctionne bien. Alors quand ça fonctionne bien, pourquoi changer? Au démarrage, en mode hybride par défaut, cette voiture sera silencieuse puisqu'a priori vous serez en mode 100% électrique à basse vitesse et à mesure que la cadence va s'accélérer, eh bien la voiture va choisir le moteur électrique et ou le moteur thermique. Mais donc à basse vitesse a priori vous serez en mode 100% électrique. Vous aurez donc du silence de fonctionnement
mais du dynamisme également. Rouler en mode 100% électrique avec cette voiture, c'est loin d'être une punition. On peut prendre du plaisir, et il y a du vrai plaisir de conduire à bord de cette voiture en mode 100% électrique, et ça c'est plutôt bien. En plus de ça, vous avez cette position de conduite qui est vraiment idéale, qui, je le disais, invite à prendre le volant, invite à conduire, c'est une invitation à conduire cette voiture. Et puis en plus de ça, eh bien vous avez cet intérieur qui est valorisant, qui est très valorisant, qui est très bien fini. On sent qu'on est dans une voiture bien construite, qui est orientée vers le conducteur, qui a envie de lui faire plaisir. Bref, on est dans une BMW. Dans cette voiture d'essai, on retrouve des sièges sport qui sont donc optionnels. Optionnel également le cuir Vernasca Cognac qu'on retrouve dans cette voiture et qui est vraiment très très beau, certainement en combinaison avec le tableau de bord noir et avec la couleur extérieure gris clair. L'ensemble fonctionne parfaitement. Alors les sièges sont donc à réglage manuel dans cette voiture. Les réglages électriques sont disponibles en option évidemment, mais ici on a des réglages manuels, ce qui ne pose pas de problème au quotidien. Si vous êtes le seul à conduire votre voiture, ne prenez pas les sièges électriques en option, ça ne sert à rien puisqu'a priori vous ne changerez pas les réglages du siège. Si vous êtes plusieurs à conduire votre voiture, là effectivement ça devient quasi indispensable d'avoir les sièges électriques avec les mémoires en option. Pour le reste donc voilà, position de conduite idéal, siège très très bien, jusque là tout va bien. Concernant les aides à la conduite dans cette voiture, vous pouvez évidemment avoir tout ce que vous voulez, de série ou en option, le front assist, l'avertissement de trafic arrière, l'avertisseur de franchissement de ligne, avertisseur d'angle mort, les petites lumières dans les rétroviseurs, etc., etc. De série, vous avez le régulateur de vitesse qui n'est pas adaptatif, ce sera en option. Un petit mot concernant le comportement de cette voiture. Alors globalement, c'est le comportement de la BMW série 3, il n'y a pas de surprise. Mais en plus de ça, on a à la fois plus de poids. Donc ça, c'est un aspect qui est plus négatif puisqu'on a une batterie qui vient s'ajouter à l'équipement de base de la voiture. Donc plus de poids, mais aussi plus de couple. Et donc la voiture finalement est très agréable à conduire. On a un comportement qui est très sain, qui est très équilibré, qui est très rassurant. Et puis on a ce dynamisme supplémentaire amené par le couple supplémentaire qui vient du moteur électrique. Et donc on oublie quelque peu ce poids supplémentaire qui se fera ressentir uniquement sur des chemins un petit peu sinueux où là on pourra sentir effectivement cette prise de poids. Pour le reste, la voiture devient globalement meilleure finalement avec l'apport de l'électrique et l'apport de ce couple supplémentaire. Un mot ou plutôt un demi-mot concernant la gestion des bruits, bruit de roulement, bruit aérodynamique. On est dans une BMW, on est dans une voiture qui prend soin de son conducteur et globalement de ses occupants. Donc tout ça est très très bien géré, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bruit de roulement, bruit aérodynamique, franchement on n'entend rien. C'est particulièrement appréciable et on est vraiment dans une BMW. En même temps, on aurait été déçus si ça n'avait pas été le cas. Donc voilà, très bonne gestion des bruits de roulement et des bruits aérodynamiques. Cette BMW peut-elle tracter une charge? Eh bien oui, une charge freinée, ce sera 1,5 tonnes. Non freinée, ce sera la moitié, à savoir 750 kg. L'agrément de conduite, il est au rendez-vous dans cette voiture évidemment, notamment la boîte de vitesse Steptronic qui fait très très bien son travail. Cela dit, comme sur toutes les voitures hybrides rechargeables, dès qu'on va décider de jouer un petit peu avec l'accélérateur, eh bien certainement quand on est en mode électrique, qu'on veut passer en mode thermique, quand on va appeler le moteur thermique en enfonçant l'accélérateur, il y a toujours cette petite latence, cette petite attente qui se fait sentir pour le temps de réveiller le moteur thermique. Et donc je trouve ça un petit peu désagréable, mais c'est lié à toutes les voitures hybrides rechargeables. Il n'y a pas de secret, quand le moteur est éteint, il faut bien l'allumer. Ce qui n'arrive pas évidemment sur les voitures 100% électriques où, quelles que soient les conditions de circulation, la vitesse, etc., on a toujours de la puissance qui est disponible à chaque instant. Concernant le freinage dans cette voiture et notamment le basculement entre le freinage par récupération d'énergie et puis le freinage par friction quand vous enfoncez un petit peu plus la pédale de frein, eh bien il est plutôt bien équilibré sur cette voiture. Le point de bascule est bien calibré. Alors si on veut chipoter un petit peu, on pourra dire effectivement que on a une attaque de pédale qui manque peut-être un petit peu de mordant comme sur la plupart des voitures hybrides rechargeables, mais c'est franchement moins perceptible sur cette voiture que sur certaines autres hybrides rechargeables. Pas de palette derrière le volant pour faire varier la récupération, le niveau de récupération d'énergie dans cette voiture. On a donc une récupération constante, quelque chose de très progressif. Si vous êtes habitué aux voitures exclusivement à moteur thermique, vous ne serez pas dépaysé puisque c'est une décélération très progressive qui peut s'apparenter à celle qu'on va retrouver sur une voiture à moteur exclusivement thermique. Quand on lève le pied de l'accélérateur, la voiture décélère très progressivement. On a exactement le même type de fonctionnement ici avec donc un niveau de récupération d'énergie qui n'est pas modulable, qui est constant, ce qui peut être d'ailleurs plus facile pour certains, histoire de pouvoir l'appréhender correctement.
Le top du top en matière d'éclairage dans cette voiture, ce sont les BMW Laserlight, facturés plus de 2000 €, mais qui font franchement bien leur travail. Vous me direz pour le prix, heureusement. Ils éclairent jusqu'à 530 mètres devant la voiture. Ils sont évidemment adaptatifs. Ça veut dire que vous pouvez laisser les phares en permanence en plein phare et ils vont se charger de s'allumer, de s'éteindre automatiquement et puis d'éteindre une partie du faisceau pour ne pas éblouir les gens que vous suivez et les gens que vous croisez. Bref, ça c'est le top du top. Cette voiture, elle n'en est pas équipée malheureusement. Cette voiture, elle est équipée des phares LED avec fonction étendue. Donc ça aussi, c'est une option. Phare LED de série, fonction étendue, c'est en option. Et en option, on l'a vu tout à l'heure, il est possible aussi d'obtenir le basculement automatique des feux de route aux feux de croisement. Au final, cette voiture sur la route, ça donne quoi? Eh bien, ça donne une position de conduite qui est vraiment excellente, un intérieur qui est très valorisant. Quand on met le contact, quand on démarre avec cette voiture, on a d'emblée du dynamisme, même quand on est en mode 100% électrique. On a une boîte de vitesse qui fait extrêmement bien son travail. Et puis, par rapport à la 330e, si vous vous posez la question, franchement, on sent à peine la différence. Au quotidien, on sent à peine la différence. Alors, bien sûr, elle est moins puissante, mais elle n'est pas moins agréable à conduire. Cette voiture, elle reste très, très agréable à conduire. Donc, si vous devez choisir une des deux versions, à votre place, je prendrai la 320e avec un petit peu plus d'options si vous pouvez vous le permettre, plutôt que de prendre la 330e avec un peu moins d'options parce que franchement, vous allez y gagner au quotidien à profiter d'options supplémentaires alors que vous n'allez pas franchement y gagner au quotidien de passer de la 320 à la 330 en termes de plaisir de conduire. Le plaisir de conduire, il est déjà bien présent dans cette voiture. Voilà ce que je peux dire au volant de cette BMW 320e hybride rechargeable. Le plaisir de conduire, il est là. La mission, elle est totalement respectée dans cette voiture. La promesse, elle est totalement respectée. Le plaisir de conduire est au rendez-vous et c'est bien là l'essentiel. Me voici arrêté pour vous parler consommation à bord de cette voiture et autonomie réelle en mode 100% électrique. Autonomie théorique 53 à 58 km selon la norme WLTP. Sur l'ensemble de cette semaine de test, j'ai parcouru 767 km avec une moyenne de 3,9 litres au 100. Alors la moyenne va très fort dépendre évidemment de votre capacité à pouvoir recharger le plus régulièrement possible. Je peux vous dire que moi j'ai un trajet de 50 km entre mon domicile et mon lieu de travail et que cette voiture, je suis arrivé à faire 48 km sur une seule charge. Et donc, si je voulais, avec la possibilité de recharger sur mon lieu de travail et à mon domicile, eh bien, je pourrais quasiment ne pas utiliser le moteur thermique. Il se fait que cette semaine, pour arriver à 767 km, j'ai parcouru plus de kilomètres que simplement domicile, lieu de travail. J'avais plus d'autres trajets et donc forcément des trajets où la voiture n'avait pas sa batterie rechargée. Et donc, c'est ce qui fait que la consommation a un petit peu augmenté. Mais donc, pour certains d'entre vous, ce sera du 100% électrique durant la semaine, du lundi au vendredi, donc zéro consommation d'essence et puis peut-être un petit peu plus de consommation durant le week-end si vous avez des plus longs trajets. Pour d'autres comme moi, vous aurez une consommation qui restera très mesurée parce que au-delà de la consommation de la batterie, vous allez devoir rouler un petit peu au-delà de la capacité de la batterie, mais ça va rester très mesuré. En l'occurrence, moi 3,9 litres, mais voilà, c'est une valeur qui correspond à mes trajets à moi, c'est pas la valeur universelle. Cette voiture, j'ai remarqué, elle est particulièrement efficiente quand elle roule entre 60 et 100 km/h. Entre 60 et 100 km/h, c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats. Pourquoi? Eh bien parce que il ne faut pas réaccélérer en permanence comme quand on est en ville. On peut profiter par contre, contrairement à l'autoroute à 120 ou à 130, on peut profiter par contre de moments où on va pouvoir récupérer l'énergie et rouler en 100% électrique, ce qu'on va pas pouvoir faire en 100% électrique en permanence sur l'autoroute où là, c'est plutôt le moteur thermique qui va être régulièrement ou même quasi exclusivement en fonctionnement et pas vraiment le moteur électrique et le mode électrique. Donc entre 60 et 100 km/h par contre sur national typiquement, sur départemental, vous allez avoir là un fonctionnement qui est optimal et une consommation qui va être la plus basse possible et donc une autonomie en 100% électrique qui va pouvoir largement dépasser ces 48 km, qui peut aller à 50 voire même s'approcher des 60 km. À 120 km/h, batterie vide, la consommation ce sera à peu près 7 litres et demi au 100. À 100 km/h, 110 km/h, là on sera aux alentours de 6 litres et demi. Donc 7 litres et demi à 120, 130, 6 litres et demi à 100, 110, toujours avec la batterie vide.
Sur le mode hybride et un trajet de 50 km en cycle mixte, mais avec pas mal d'autoroutes, je suis arrivé à 3,5 litres au 100. Alors ça, c'est intéressant, c'est que j'actionne le mode hybride, je parcours 50 km et au terme de ces 50 km, je suis à 3,5 litres au 100. Donc vous voyez un petit peu moins que la grosse moyenne de la semaine. Par contre, j'ai un tiers de la batterie seulement qui est partie. Donc ça veut dire que je pourrais faire 2 fois plus, voire 3 fois plus. Je pourrais donc faire 150 km avec toujours cette moyenne de 3,5 litres au 100. Donc pour des plus longs trajets, vous vous dites ok très bien 50 km super mais après ça va exploser. Non, si vous êtes en mode hybride, selon ces critères de ce trajet de nouveau en particulier, c'est pas universel, mais selon ces critères de ce trajet, 3,5 litres pour 50 km avec un tiers de batterie consommée, on peut donc faire 3 fois ça. C'est-à-dire 150 km avec du coup une moyenne qui va rester constante à 3,5 litres au 100 et après elle va légèrement augmenter mais vous voyez pas tant que ça parce qu'il y a quand même plein de moments cette semaine où j'ai pas eu l'occasion de recharger, où je n'ai volontairement pas rechargé pour tester le hors batterie et où j'arrive quand même au terme de cette semaine à 3,9 litres et je me suis fait plaisir et j'ai accéléré etc. etc. Donc c'est vraiment voilà, je trouve ça vraiment de très très bons résultats à bord de cette voiture en termes de consommation, il y a une belle maîtrise et notamment peut-être étonnamment sur la plage comprise entre 60 et 100 km/h où on sent vraiment bien qu'elle profite de son élan, qu'elle récupère l'énergie quand c'est possible, qu'elle bascule en mode électrique quand c'est possible également. Donc voilà, très très bonne gestion de cette voiture en mode hybride ou 100% électrique ou moteur thermique. Bref, très bonne gestion globale de cette voiture d'un point de vue de la consommation et de l'autonomie disponible pour la maximiser en tout cas. En Belgique, la BMW Série 3 320e Touring est disponible à partir de 49 350 €, c'est-à-dire 1 600 € de plus qu'en version berline. Comptez, si vous voulez vous offrir la version X-Drive 4 roues motrices, eh bien 2 550 € de plus, mais attention, c'est uniquement disponible sur la version Touring. En France, les prix sont de 47 800 € pour la version berline, 49 800 € pour la version Touring et 52 249 € pour la version Touring X-Drive. Pour déterminer le prix de votre BMW Série 3 320e, eh bien rendez-vous sur le configurateur en ligne de BMW. Très populaire depuis longtemps auprès des entreprises et des indépendants, la formule de la location de voitures longue durée tout compris est maintenant également disponible pour les particuliers. C'est donc le leasing opérationnel pour les entreprises et le private lease pour les particuliers. L'occasion est bien de payer chaque mois un montant fixe du premier au dernier mois et d'avoir tout compris, c'est-à-dire les changements de pneus, les frais relatifs à l'entretien de la voiture, etc. Donc il n'y a pas des mois où vous allez avoir plus de dépenses parce qu'il faut changer les pneus, parce qu'il y a un gros entretien à prévoir. Non, c'est le même montant du premier mois au dernier, il n'y a donc pas de surprise. Une formule donc extrêmement populaire et extrêmement avantageuse, tant pour les entreprises et les indépendants que pour les particuliers. Pour la découvrir, eh bien rendez-vous sur arval.be. Si vous êtes en France, dans l'Hexagone, des formules similaires existent sur arval.fr, des formules qui sont un petit peu différentes, mais très intéressantes là aussi. Donc arval.fr en France, arval.be en Belgique. En conclusion, difficile à rentabiliser pour un particulier, cette BMW Série 3 320e Touring va par contre faire un malheur dans les flottes d'entreprises, ceci bien sûr en raison des incitants fiscaux liés à l'utilisation d'une voiture électrifiée pour les entreprises et les indépendants. Moins puissante que sa grande sœur, la 330e, elle n'est clairement pas moins agréable à conduire, ça reste une vraie BMW avec une position de conduite très basse, allongée, loin de la folie actuelle autour des SUV et puis des prestations qui globalement sont vraiment dignes de la marque. Au rayon des petites déceptions, notons tout de même une vitesse de recharge qui pourrait être plus rapide et puis une batterie qui pourrait gagner quelques kilowattheures pour offrir donc dans les deux cas encore plus de plaisir de conduire en mode 100% électrique, c'est-à-dire le plus agréable. Autrement dit, attention, après avoir goûté à la conduite électrique au volant de cette voiture, il se peut que vous regrettiez assez vite de ne pas avoir finalement opté pour la BMW i4, elle, 100% électrique. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Dans 2 semaines, on sera chez Kia, la Kia EV6 avec des solutions innovantes, tant d'un point de vue esthétique d'ailleurs que d'un point de vue technique. C'est la cousine de la Ioniq 5. J'en prendrai là aussi le volant pendant 1 semaine et vous saurez tout de cette voiture au quotidien. Et puis dans 3 semaines, on sera chez Renault ou plutôt chez Dacia avec l'essai de la Dacia Spring 100% électrique, un futur best-seller, une voiture qui s'est déjà très bien vendue et notamment en septembre dernier pour son lancement
Elle est déjà montée très très haut dans le classement des meilleures ventes de voitures électriques, notamment en France. Pour toutes ces raisons, abonnez-vous à Charging Station et pour ne rien rater, eh bien, activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. À bientôt.